Et par la suite, il y a le professeur Yousri, orthopédiste, professeur de l'enseignement supérieur. Donc je profite du micro pour remercier déjà l'équipe qui organise donc ces journées, Sid Rachad, Sid Halal et le reste de l'équipe. C'est avec un grand plaisir que je reviens toujours à Jdida. Voilà. Pour ne pas trop tarder, l'intérêt de cette table en tant que pédiatre, je vais dire, un signe très important. On ne va pas attendre que la tumeur soit exubérante, mais déjà un pédiatre, s'il pense à une douleur en face d'un os, à une tumeur osseuse, c'est déjà très important et très intéressant. Et ce qu'on va voir, donc la parole est à si Mohamed Qasir. Merci, Monsieur le Président. Mes chers consoeurs, chers confrères, je remercie les organisateurs de m'avoir associé à ce congrès auquel on est maintenant habitué et abonné. Merci beaucoup. Et on attaque donc cette présentation. Je vais parler de l'imagerie d'une tumeur osseuse de l'enfant pour dire que il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres qui entrent dans la discussion, dans le diagnostic d'une tumeur osseuse, d'une lésion osseuse. Alors, l'âge est utile, une tumeur maligne avant 5 ans est souvent une métastase de neuroblastome. Entre 5 et 20 ans, vous avez 2 tumeurs les plus fréquentes, c'est l'ostéosarcome ostéogénique ou bien un sarcome d'Ewing. Ce qu'il faut savoir que les symptômes cliniques sont peu spécifiques, souvent douleur, masse, parfois boiterie. Alors pour les métastases osseuses, là je vous propose cette petite observation de Mohamed qui est âgé de 3 ans et 6 mois, qui présente une boiterie avec douleur et refus d'appui sur le membre inférieur droit. Le pédiatre a pensé à un rhume de hanche. Il a demandé une échographie qui a été faite en clinique, et cette échographie parle de rhume de hanche, mais le traitement n'a pas donné de satisfaction, n'a pas donné de résultat, et ce malade, quelques jours après, il a donc reconsulté, et pour lequel l'échographie a été faite et n'a rien montré, l'échographie des hanches, mais l'échographie abdominale a montré une mauvaise surprise. Voilà son échographie. Sur ces coupes transversales, on voit une volumineuse masse qui englobe les gros vaisseaux et qui est rétropéritonéale, qui est en avant du rachis. Cette masse est multiganglionnaire. Vous le voyez ici, le rachis est là, et derrière l'aorte, nous avons des masses ganglionnaires. En avant de l'aorte, on a des ganglions aussi. Ici, vous avez le départ des vaisseaux transcéliaques, l'artère mésentérique supérieure. Tous ces vaisseaux sont englobés, ainsi que la veine cave inférieure. Et là, sur la coupe transversale, vous avez là la coupe transversale de l'aorte. Le rachis est là, et la masse, c'est tout ça. Une volumineuse masse rétropéritonéale, à cet âge-là, c'est bien sûr un neuroblastome abdominal. Donc, voici son scanner. Voyez l'aorte opacifiée avec la veine rénale, l'artère rénale droite, et vous avez donc la masse
que vous voyez ici, c'est avec des microcalcifications, donc un aspect typique. Continuez, M. Khair. Continuez, Bench. Je continue. Final. Donc, donc vous avez le rachis ici, vous avez les reins qui sont refoulés en dehors et vous avez la masse rétropéritonéale qui englobe les gros vaisseaux et des microcalcifications. Il y a tout pour faire un neuroblastome abdominal. Et donc cet enfant, au niveau des hanches, il avait des métastases. Ces métastases osseuses ont été confirmées par la scintigraphie parce que sur les radiographies simples, les radiographies étaient négatives. Donc, néphroblastome donc médian, abdominal médian volumineux avec métastase osseuse. Alors je rappelle ici pour le diagnostic de الله كنا عليك الله هكا هي ها دابا غادي نبقى نتفتف فيه في الظلمه. Je rappelle l'échographie d'un rhume de hanche. Voici une hanche qui est tout à fait normale avec la tête fémorale, le col du fémur, la diaphyse, et là, il n'y a pas d'épanchement. Par contre, ici, il y a un épanchement intra-articulaire avec épaississement de la synoviale. Donc ça fait vraiment rhume de hanche. Et lorsqu'on a devant une suspicion de rhume de hanche, des hanches qui sont normales, les deux hanches sont normales, il faut absolument rechercher autre chose, surtout à cet âge-là, avant 5 ans, il faut toujours penser au neuroblastome. Le rhume de hanche ou synovite aiguë transitoire est un diagnostic d'élimination. Et là, vous avez tous les diagnostics et la synovite aiguë transitoire au rhume de hanche est vraiment le dernier diagnostic auquel il faut penser. Voilà par exemple des métastases osseuses qui sont visibles sur les clichés. Voilà. Des lésions lithiques, métaphysaires, généralement diffuses et bilatérales. Donc, ça, c'est des métastases qui sont visibles sur les clichés simples. Les tumeurs osseuses primitives, là, une autre observation, Yasmine, qui a 9 ans, qui est venue pour douleur du genou droit. Il n'y a pas de boiterie et elle a un assez bon état général. Je me rappelle très bien de cette fille qui a été adressée pour radiographie du genou face profil. Alors, vous voyez quoi? Vous voyez une ostéocondensation métaphysaire inférieure du fémur très étendue dans la diaphyse et surtout, vous voyez quelque chose ici qu'on va agrandir pour vous. Je rappelle ici les appositions périostées. Quand il y a une apposition périostée qui est compacte comme ceci ou fine comme celle-là, c'est un processus qui est lentement évolutif. Mais quand il y a des appositions périostées répétées comme ça, parallèles, ou un éperon de Codman ou en feu d'herbe, c'est plutôt une lésion osseuse qui est rapidement évolutive. Chez notre malade, nous avons des appositions qui sont perpendiculaires à l'axe de l'os, donc en feu d'herbe, qui sont caractéristiques d'une lésion
qui est rapidement évolutive. Rapidement évolutive avec cet aspect ostéocondensé, c'est l'aspect typique d'un ostéosarcome ostéogénique étendu. Là, l'imagerie, bien sûr, fait le bilan d'extension et ici l'IRM nous montre l'étendue de la tumeur et des métastases à distance. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les skip métastases. Métastases pulmonaires, métastases ganglionnaires médiastinales qui sont calcifiées parce que c'est une tumeur qui est ostéogénique. Ce qu'il faut retenir que il n'y a pas de corrélation radioclinique. La clinique ici est pauvre, alors que la lésion est vraiment très grave. Là, c'est un ostéosarcome du crâne avec l'aspect, j'espère que vous voyez bien, l'aspect en feu d'herbe avec l'envahissement des parchemines. Pour ce petit patient, nous avons donc une douleur au niveau métaphysodiaphysaire et à la radiographie, nous avons une ostéolyse qui est difficile à voir, mais on voit bien une réaction périostée qui est multilamellaire et donc qui oriente vers une lésion qui est rapidement évolutive. Alors, rapidement évolutive ne veut pas dire toujours qu'il s'agit d'un cancer osseux, mais ça peut aussi se voir au cours de l'ostéomyélite. Seulement chez ce patient, c'était un fort grossissement. Là, c'était plutôt un sarcome de Ewing et non pas une ostéomyélite. Donc, un des diagnostics différentiels de sarcome Ewing, c'est l'ostéomyélite. Ce malade également, il est venu surtout pour une masse. Vous voyez? La masse du bras, et si vous regardez le cliché au niveau de l'os, il n'y a presque rien du tout. Mais si on fait attention, on voit quand même que cette corticale n'est pas, sur cette incidence elle est bien, mais sur cette incidence-là, il y a un flou ici, à ce niveau. Malheureusement, ça ne passe pas bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il y avait une réaction périostée, et là, c'est l'échographie qui a montré qu'il y avait une masse tissulaire vascularisée, et ce qui a orienté vers un sarcome de Ewing de l'humérus. Je pense que vous le voyez ici, cette réaction périostée qui... Donc, on aimerait bien voir ces tumeurs, enfin, on n'aimerait pas les voir du tout, mais si on les voit, il vaut mieux les voir à ce stade-là, vraiment, où la lésion n'est pas... Mais il y a une caractéristique du sarcome de Ewing, c'est que la composante tissulaire est toujours, ou presque toujours, supérieure à la composante osseuse. Là, par exemple, c'est évident, cet aspect, vous voyez, cet aspect lithique, grignoté, mité, hein, c'est une ostéolyse mitée type 2 du pubis en rapport avec un sarcome de Ewing. Le sarcome de Ewing a cette caractéristique de se localiser au niveau des os plats, au niveau de la ceinture scapulo-humérale et la ceinture pelvienne, et le diagnostic sur les clichés simples est souvent très très difficile.
Vous voyez par exemple ce garçon de 14 ans qui a une douleur de la fosse iliaque gauche, et lorsqu'on voit son bassin, si on est rapide sur l'interprétation, on passe à côté. Parce que ça, on peut le prendre pour gaz digestif ou des... mais ce n'est pas ça, c'est plutôt une lyse osseuse qu'on voit ici et à ce niveau-là. Et nous avons un fort grossissement, donc, cette lésion que vous voyez ici. C'est une lésion lithique de l'aile iliaque gauche. Dans l'échographie, donc, a sauvé la situation en montrant la masse tissulaire qui est hypervascularisée et le diagnostic de sarcome des Ewing est fait. Nadia, 8 ans, pardon. Nadia, 8 ans, c'est une ancienne observation de 2004. Douleur et masse de l'épaule droite, postérieure, avec une mobilité conservée. Elle est adressée, bien sûr, pour échographie première, pour voir. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'omoplate? Qu'il y a une rupture de la corticale par endroit, avec une réaction en feu d'herbe du périoste, avec une masse de l'épaule qui est très importante et pour laquelle on a en plus vu une thrombose veineuse de la veine cave supérieure chez une malade qui présente un sarcome des Ewing de l'omoplate que vous voyez ici parfaitement, la lésion mythique très étendue de l'omoplate. Ce sont des anciennes observations. Thrombose veineuse en matière de tumeur. Ici, il y avait chez cette patiente une thrombose veineuse profonde, donc de la veine cave supérieure, qui arrivait jusqu'à l'oreillette droite. Et c'est une situation assez rare. Les tumeurs osseuses maintenant bénignes, elles sont nombreuses et il est difficile de les citer toutes. On a des arguments radiologiques de la bénignité, soit c'est une lacune ou une ostéocondensation à limite nette, soit donc la corticale est amincie ou soufflée, mais jamais rompue, sauf fracture pathologique. L'absence d'envahissement des parties molles, l'absence de réaction périostée et l'évolution lente. Donc tout ça, ce sont des critères de bénignité. Et l'âge, là aussi, va jouer un rôle très important pour le diagnostic. Avant 10 ans, nous avons surtout l'exostose, le kystose solitaire et le défect cortical, cortical defect. Et chez l'adolescent, le fibrome non ossifiant, kyste osseux anévrismal, l'ostéome ostéoïde, l'ostéoblastome, le chondroblastome et l'exostose. Je passe rapidement sur pardon. Là, vous avez un enfant qui est âgé de 5 ans, découverte fortuite sur ces clichés, de lacunes corticales parce qu'ils sont excentrés sur les deux incidences. Ils sont bien cernés par une ostéocondensation fine, donc ils sont bien limités. Il n'y a pas de réaction périostée, il n'y a rien du tout. Ça,
c'est un cortical defect qu'il faut respecter, qui n'a besoin de rien du tout. C'est une anomalie qui va disparaître avec l'âge. Là, par contre, nous avons une lésion claire qui souffle la corticale, qui est bien limitée, donc lentement évolutive. Elle est métaphysodiaphysaire et c'est un aspect typique de kyste osseux simple. Là, par contre, c'est un kyste osseux. Vous voyez que la corticale est très amincie, mais elle est un peu rompue à ce niveau. Je ne sais pas ce que vous le voyez. On le voit bien, une petite fissure à ce niveau. Et à l'intérieur, on a l'impression de voir des cloisons. Donc ça peut être soit de fausses cloisons, et ça serait à cet âge-là un kyste simple, kyste osseux simple, soit qu'il y ait des cloisons, et ça serait un kyste osseux anévrismal. Chez ce patient, on a fait quand même le scanner à la demande de son médecin traitant, qui a montré que c'est une lacune uniloculaire sans travée osseuse, et donc c'est un kyste osseux simple. Le diagnostic d'exostose est très facile parce que ce sont des excroissances osseuses, vous voyez, qui ont une corticale et qui ont une donc, orientation en porte-manteau qui est caractéristique. Donc, c'est des anomalies qui ne posent pas de problème diagnostique et où les clichés simples sont suffisants. Là, par exemple, une exostose au niveau du doigt, vous voyez, elle a une corticale, elle a une médulaire et elle est couverte par du cartilage qu'on ne voit pas sur le cliché. Chez l'adolescent, on peut découvrir de façon fortuite une ostéocondensation qui est excentrée, donc elle est corticale, sur les deux incidences, face-profil, et elle est bien limitée. Vous voyez, elle est bien limitée, plus ou moins avec quelques images lacunaires, mais ostéocondensation bien limitée, sans réaction périostée, sans envahissement des parties molles, donc régulière. Et ça, c'est un fibrome non ossifiant qu'il faut respecter et qui va donc disparaître. Là, c'est un patient qui est adressé, donc il a 13 ans, c'est un hémophile qui a fait, semble-t-il, un traumatisme et qui a été, chez qui ils ont constaté une tuméfaction dure. Vous voyez, je souligne dur, et ils ont demandé une échographie à la recherche d'un hématome du bras. Alors, quand on fait cette échographie, vous voyez que nous avons quand même une image fusiforme, une image ovoïde à contenu hétérogène. Mais remarquez très bien que cette image-là n'est pas superficielle. Ici, nous avons le plan cutané, nous avons la graisse sous-cutanée ici, et ce n'est pas au niveau des parties molles. D'une part. D'autre part, elle n'a pas le droit, un hématome n'a pas le droit d'être dur, sauf s'il est calcifié, s'il a une coque calcifiée, mais ce n'est pas le cas. Donc, cette image-là échographique qu'on voit ici, c'est certainement la corticale osseuse, qui est, par endroit, il y a des pertes de substance au niveau des fissures. Regardez donc cette échographie, coupe transversale. Et cette masse, elle est profonde, elle n'est pas superficielle. Elle se continue avec la corticale osseuse de l'humérus et par conséquent,
ceci nous a amené à compléter cette échographie par des radiographies. Donc, je vous ai mis là l'image échographique et vous voyez, ça c'est une lésion osseuse, lentement évolutive, qui souffle la corticale, qui rend la corticale par endroits et dans laquelle il y a quelques travées et c'était un kyste osseux anévrismal. Ce kyste anévrismal peut parfois prêter à confusion avec la tumeur maligne parce qu'il décolle un peu, la réaction périostée, il a cet aspect en bec triangulaire, c'est ce qu'on appelle l'éperon de Codman. Et ça, cette observation a été prise au début pour une tumeur maligne, alors que c'était un kyste osseux anévrismal qui a soufflé la corticale jusqu'à vraiment l'amincir, elle n'est plus visible. On ne voit que ces limites pôle supérieur, pôle inférieur. Là, rapidement, je vous montre un kyste osseux anévrismal typique du col du fémur, de la région intertroncantérienne et qui va jusqu'à la diaphyse. Et un an après éventration greffe, là je déborde un peu sur le sujet. Ça c'est le traitement. Voici un autre kyste osseux anévrismal volumineux qui a été traité, aussi sans cliché, 7 ans après le traitement. Non. Regarduni, pédiatre. Rapidement. Donc je pense que ça n'intéresse personne, mais C'est très intéressant cette série. Vous voyez cette lésion lacunaire au niveau de cette branche iliopubienne, vous voyez, il y a une lacune avec un élargissement de l'os à ce niveau qui a posé un problème de diagnostic différentiel entre abcès de Brody et ostéomostéoïde, d'autant plus que la clinique, douleur à prédominance nocturne calmée par l'aspirine, a été en faveur de l'ostéomostéoïde qui a été donc confirmé par le scanner. Je vous remercie. Non, parce que là c'est un sujet vaste, vraiment très vaste. On comprend très bien. Donc, Merci, vraiment c'était très intéressant, bien illustré. C'est un problème. Lorsque j'ai contacté cette série, ليش عندي tumeur osseuse? وليش بالضبط tumeur osseuse? hoe spreekt u dat de tumeur osseuse? عجبين كومينو. On passe la parole maintenant au professeur Yousri pour faire la partie clinique des tumeurs osseuses. Je suis fâché. Professeur Yousri, chirurgien pédiatre, orthopédiste, mon cher maître. Donc en fait, les deux présentations vont se compléter et on a eu vraiment des illustrations de la part de CRCR vraiment magnifiques où la radiographie standard rencontre l'échographie et le scanner et surtout les réflexes cliniques, souvent douleur abdominale et surtout des CRCR, j'ai beaucoup aimé la douleur calmée par l'aspirine. C'est quoi la douleur calmée par l'aspirine?
Ostioui, voilà. Le petit chenon que les réflexes. En tout cas, c'est loin de la fibroscopie digestive. Bien sûr. Donc,